Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va parler d'une boisson que presque tout le monde connaît, le café. Le petit noir du matin. Exactement. Une histoire, mais absolument incroyable. Une véritable épopée, quoi. Ça traverse les siècles, les continents. Une histoire foisonnante, oui. C'est ça. Alors, on va plonger un peu dans ce récit fascinant, depuis les origines en Afrique jusqu'à sa conquête du monde entier. Tout un programme. Pour nous guider, on s'est basé sur un article très complet, Histoire du café, les origines d'une boisson universelle. L'idée, c'est de comprendre comment une petite baie sauvage d'Éthiopie a fini par devenir ce phénomène mondial. On va suivre ses traces, ses transformations. Bon, on y va? Décortiquons tout ça? Allons-y. Alors, souvent, l'histoire commence avec une légende, celle de Kaldi, ce berger éthiopien vers le 9e siècle. Oui, la fameuse histoire des chèvres qui dansent. C'est ça. Ces chèvres auraient brouté des fruits rouges bizarres et se seraient mises à sauter partout, pleines d'énergie. Kaldi, intrigué, en parle à un moine. Et là, les versions divergent un peu. Oui, soit le moine jette les grains au feu et découvre l'odeur de la torréfaction, Soit il en fait une boisson pour rester éveillé pendant ses prières. C'est une belle image, hein. Mais l'article, il nous dit que c'est une histoire assez tardive, en fait. oui, elle a été écrite au XVIIe siècle seulement, donc plus de 800 ans après les faits supposés. C'est charmant, mais probablement une jolie fable. Une fable, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est l'origine, l'Éthiopie. Ah, ça, oui, le berceau du caféier, c'est incontestablement l'Éthiopie. La région de Kaffa, d'ailleurs. Le nom café vient peut-être de là, hein. Ah, d'accord. Et avant de le boire, on faisait quoi avec? Avec Eh bien, il semble qu'on connaissait déjà ses effets. On pense qu'au début du Moyen Âge, là-bas, les gens mâchaient les grains crus. Il les mâchait. Oui, parfois mélangés avec du gras, du beurre animal, un peu comme une sorte de barre énergétique primitive, si on veut. Pour avoir de l'énergie, combattre la fatigue. D'accord. Donc, l'Éthiopie, c'est vraiment le point de départ. Mais comment on est passé de mâcher les grains à l'infusion, à la boisson chaude? Alors ça, la transformation clé, elle se fait un peu plus tard, et pas en Éthiopie, mais au Yémen, plutôt vers le XVe siècle. Au Yémen. Oui. Et c'est qui a eu l'idée? Ce sont apparemment les communautés soufis, les mystiques musulmans. Ah oui. Et pourquoi eux? Pour une raison très pratique en fait. Ils avaient de longues nuits de prière, de méditation, de chant. Ils cherchaient quelque chose pour les aider à rester éveillés, concentrés. Logique. Et ils ont découvert que ces grains torréfiés, infusés dans l'eau chaude, ça marchait. Ils appelaient ça kahwa. C'est vraiment dans leur lieu de prière, les kankas, que le café est né en tant que boisson. Intéressant. L'article cite même un personnage précis, un mufti d'Ad. Oui, Mohammed ibn Saïd al-Dabrani. Il aurait joué un rôle dans l'importation ou la popularisation du café depuis l'Éthiopie voisine vers le Yémen. D'accord. Donc au départ, c'est une boisson spirituelle un peu secrète, liée aux soufis. Mais j'imagine que ça n'est pas resté comme ça. Ah non, pas du tout. C'est là que l'histoire s'accélère. Depuis le Yémen, le kahwa, il se répand assez vite dans le reste du monde musulman. Où ça, par exemple? D'abord la Mecque, dès le début du XVe siècle. Puis l'Égypte, le Caire, Damas, en Syrie. Et surtout, Istanbul. La capitale de l'Empire ottoman. Exactement, au XVIe siècle. Et là, à Istanbul, le café change de statut. Il sort des cercles religieux et il arrive dans la rue, dans la vie publique. C'est la naissance des premiers cafés. Oui, les kafékhanés, des lieux où on vient boire du café, mais aussi discuter, jouer aux échecs, écouter de la musique, faire des affaires. Ça devient un vrai centre de vie sociale. Un lubrifiant social, comme on dit. Mais est-ce que tout le monde était content de cette nouvelle boisson? L'article parle de controverses, d'interdictions. Oui, oui, ça n'a pas été simple partout. Justement, à la Mecque, au début du XVIe siècle, il y a eu une grosse polémique. Ah bon? Pourquoi? Certains religieux, plus conservateurs, trouvaient que cette boisson était suspecte. Elle stimulait les gens, les excitait un peu. Ils ont fait le rapprochement avec l'alcool, qui est interdit par l'islam. D'accord, ils avaient peur que ça détourne les gens de la religion? Voilà. Ou que ces nouveaux lieux publics, ces cafés, deviennent des endroits de discussion inutiles, voire de critique du pouvoir ou de la religion. Ça a été interdit pendant un temps. Et comment ça s'est résolu? Eh bien, par le sommet, le pouvoir politique est intervenu.
En 1524, c'est le grand sultan ottoman lui-même, Soliman le Magnifique, Ah oui, quand même. qui décide de trancher. Il demande un avis juridique, une fatwa, au grand mufti de l'époque, qui déclare le café licite. Et hop, l'interdiction est levée. Donc c'est le pouvoir impérial qui légitime le café. Tout à fait. C'est un soutien crucial. Après ça, le café est devenu une partie intégrante de la culture ottomane et sa diffusion a continué. Et ensuite, direction l'Europe, logiquement par l'Italie, par Venise. C'est ça. Venise, au XVIe siècle, c'est vraiment le pont entre l'Orient et l'Occident. Les marchands vénitiens rapportent de tout, y compris ces grains noirs un peu étranges. Au début, c'était quoi? Une curiosité? Un médicament? Un peu des deux. On le vendait parfois chez les apothicaires comme une sorte de remède. Il a fallu du temps pour qu'on le voie comme une boisson de plaisir. D'ailleurs, le premier Européen à décrire vraiment la plante, le coffea, c'est un médecin et botaniste italien, Prospero Alpini, vers 1580, je crois. Et il y a cette anecdote célèbre avec le pape Clément VIII, fin XVIe, début XVIIe. On disait que c'était la boisson du diable. Oui, parce que ça venait des infidèles, des musulmans. La légende dit que des conseillers ont demandé au pape de l'interdire. Mais avant de condamner, il aurait voulu y goûter. Et alors? Il a aimé? Apparemment, oui. Il aurait trouvé ça délicieux et aurait dit « Cette boisson de Satan est si bonne que ce serait dommage de la laisser aux seuls infidèles. Nous allons la tromper en la baptisant. » Il l'a baptisé, sérieusement? Bon, c'est peut-être plus une jolie histoire qu'un fait avéré, hein, mais ça montre bien le changement de perception. Le café passe de boisson étrangère et suspecte à plaisir acceptable pour les chrétiens. C'est une étape clé pour son acceptation en Europe. Et une fois accepté, j'imagine que les Européens ont aussi créé leur propre lieu pour le boire? Exactement. Le premier café public ouvre à Venise vers 1645. Et après, ça explose. Où ça? Coffee houses très vite, Amsterdam, Paris bien sûr, avec des cafés célèbres comme le Procope, Vienne aussi. Avant la fin du XVIIe siècle, les cafés sont partout dans les grandes villes européennes. Et ces cafés européens, ils ressemblent aux cafés ottomans? Ils s'en inspirent, oui, mais ils développent leur propre style. En Europe, ils deviennent très vite des lieux intellectuels. C'est-à-dire? Des endroits où on lit les journaux, on débat des idées nouvelles, on parle politique, littérature, science. Le café lui-même aide, non? Il stimule l'esprit, la conversation, sans rendre ivre comme l'alcool dans les tavernes. Oui, on dit souvent que les cafés ont joué un rôle dans les Lumières, par exemple. Absolument. C'est difficile à prouver directement, mais cet environnement, cette boisson, ça a sûrement contribué à cette effervescence intellectuelle. D'accord. Donc, le café a conquis le Moyen-Orient, puis l'Europe. Mais pour qu'il devienne vraiment mondial, il faut qu'il soit cultivé ailleurs, non? L'article parle de l'Inde. Oui, encore une histoire un peu légendaire, celle de Baba Bouddha, un sage soufi indien au XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait allé en pèlerinage à la Mecque et au retour, il aurait réussi à voler 7 grains de café fertiles. 7? Pourquoi 7? C'est un nombre symbolique. Et l'exploit, c'est que les Arabes, au Yémen surtout, gardaient jalousement le monopole de la production. Ils ne vendaient que des grains déjà torréfiés ou ébouillantés pour qu'ils ne puissent pas germer ailleurs. Ah, malin. Et Baba Boudin les aurait cachés? Dans sa barbe ou sa ceinture, selon les versions, et il les aurait ramenés en Inde pour commencer les premières cultures là-bas. Encore une fois, légende ou pas, l'Inde deviendra un producteur. Et pour la culture à grande échelle, ce sont plutôt les puissances coloniales européennes qui s'y mettent. Oui, là on change d'échelle. Les Européens comprennent vite qu'il y a de l'argent à se faire. Surtout les Néerlandais. Les Néerlandais. Oui, ils sont très forts en commerce maritime à l'époque. Dès la fin du XVIIe siècle, ils commencent à planter massivement du café à Java, en Indonésie. Et ça marche? Ça cartonne. Ça leur permet de casser le monopole arabe et yéménite et de fournir l'Europe en café. Ils contrôlent une grosse partie du marché. Et après l'Asie, le café traverse l'Atlantique, direction les Amériques. Il y a l'histoire de ce Français, Gabriel de Clieu. Ah oui, Gabriel de Clieu, 1720. C'est une aventure incroyable, si elle est vraie dans tous ses détails. Racontez-nous un peu. C'est un officier de marine qui aurait obtenu un jeune plant de caféier du Jardin du Roi à Paris. Un trésor à l'époque. Et il décide de l'emmener avec lui en Martinique. La traversée était difficile, non? Très. La légende dit qu'il y a eu des pirates, une tempête et surtout une pénurie d'eau potable à bord. Et Clieu aurait partagé sa propre petite ration d'eau avec son plant de café pour le sauver. Il tenait à son caféier, hein? On peut dire ça. Que l'histoire soit un peu romancée ou pas, le résultat est là. Le café arrive aux Antilles françaises. Et à partir de ce plan, ou de quelques plans,
Ça a suffi pour tout lancer. C'est ça qui est fou, l'impact a été gigantesque. 50 ans plus tard, il y avait déjà des milliers, voire des millions de caféiers en Martinique. Et de là, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Où ça? Toutes les Caraïbes, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est une véritable explosion de la culture du café dans cette région. À tel point que, tenez-vous bien, en 1788, juste avant la Révolution française, la colonie française de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, produisait à elle seule presque la moitié du café bu dans le monde. La moitié, c'est énorme. Mais cette expansion ultra rapide, elle s'est faite comment? L'article parle d'économie de plantation. Ça cache une réalité moins glorieuse, j'imagine. Oui, et ça c'est absolument fondamental de le dire. On ne peut pas parler de l'essor du café aux Amériques sans parler de l'esclavage. Mhm. Cette production massive qui a fait la richesse de l'Europe et des colons, elle reposait entièrement sur le travail forcé de millions d'Africains arrachés à leurs terres et déportés dans des conditions épouvantables. Donc le café, comme le sucre, comme le coton. Exactement. C'était l'un des moteurs du commerce triangulaire, ce système tragique qui liait l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Il y a vraiment ce côté très sombre au cœur de l'histoire de cette boisson qu'on aime tant aujourd'hui. Il faut en avoir conscience. C'est important de le rappeler, oui. Et ensuite, dans cette géographie mondiale, un nouveau géant apparaît, le Brésil. C'est ça. Le Brésil commence à cultiver le café vers 1727 et petit à petit, grâce à ses immenses territoires, au climat favorable et à une politique très volontariste, Il devient le numéro 1. oui, vers le milieu du 19e siècle, autour de 1852, le Brésil devient le plus grand producteur de café au monde. Et il l'est resté d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Incroyable parcours. Si on résume, ça part d'Éthiopie, Hmm. où on le mâche. Puis le Yémen, où il devient une boisson pour les soufis, avant de se diffuser. L'Empire ottoman le popularise, crée les premiers cafés. L'Europe l'adopte via Venise, le baptise, crée ses propres cafés intellectuels. Ensuite, les colonies. L'Asie avec l'Inde et Java, puis les Amériques, grâce aux Hollandais, aux Français. Et enfin, le Brésil, qui devient le géant de la production. C'est l'histoire de la mondialisation en une tasse de café. C'est une excellente façon de le voir. Ce voyage géographique est déjà dingue en soi, mais ce que souligne bien l'article, c'est que le café, ça n'a jamais été juste une marchandise comme une autre. C'est une, comment ils disent, une odyssée culturelle. Oui, j'aime bien l'expression. Ça a connecté des mondes tellement différents. Exactement. Les montagnes d'Éthiopie, les palais d'Istanbul, les cercles mystiques du Yémen, les salons parisiens des Lumières, les ports bouillonnants comme Mocha, les plantations des Caraïbes, c'est fou quand on y pense. Et ça n'a pas seulement connecté les lieux, ça a aussi connecté les esprits, on dirait. On a parlé des lumières, des débats dans les cafés. Oui, l'article mentionne les philosophes, mais aussi les diplomates, les poètes, les commerçants, même les religieux au début. Comment une simple boisson peut avoir un tel impact social, intellectuel? C'est fascinant. Qu'est-ce qui explique ça d'après vous? C'est juste l'effet stimulant? L'effet stimulant joue, c'est sûr. Cette clarté d'esprit, cette concentration sans l'ivresse, ça change la donne par rapport à l'alcool. Mais c'est aussi le lieu, le café comme espace. L'espace de discussion? Un lieu public, mais calme, propice à l'échange, à la lecture, à la naissance d'idées nouvelles. Ça favorise une autre forme de sociabilité. Est-ce que le café a fait les révolutions ou les découvertes scientifiques? Non, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a contribué comme un catalyseur? Probablement. Donc au final, ce qu'on retient, c'est que le café a eu 1000 vies, 1000 visages. C'est ça. Il a été remède, aide spirituelle, carburant pour le travail, signe de richesse, moteur intellectuel, prétexte à la rencontre. Chaque culture se l'est appropriée, l'a transformée un peu. Tout en gardant cette capacité à rassembler les gens, à éveiller l'esprit. Oui. Il s'est ancré partout, dans nos rituels quotidiens, nos habitudes sociales. C'est devenu bien plus qu'une boisson. C'est clair que cette exploration nous fait voir notre tasse de café différemment. De la petite baie éthiopienne à la boisson la plus bue au monde après l'eau, c'est un condensé d'histoire humaine, avec ses échanges, ses innovations, mais aussi ses drames. Un vrai connecteur de monde. Tout à fait. J'aime beaucoup la conclusion de l'article, hein. Connaître l'histoire du café, c'est boire une page d'humanité. C'est très juste. Il y a toute cette richesse, cette complexité dans chaque tasse. Oui, ça invite à la réflexion. Et d'ailleurs, pour terminer, peut-être une petite question à laisser en suspens. On a vu comment le café a changé de rôle. Aide spirituelle, puis moteur intellectuel, puis lien social. Alors, on pourrait se demander, et demain?
Dans notre monde actuel, avec ses défis, l'isolement, le besoin de lien, de dialogue, est-ce que le café, cette boisson si symbolique, pourra encore se réinventer, jouer un nouveau rôle pour nous aider à nous connecter, à réfléchir ensemble? C'est une belle question. Une question à méditer. Pourquoi pas autour d'un bon café? Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à vous.